Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de lecture de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce vlog, je vais vous inclure le bilan du mois de janvier parce que j'ai envie d'essayer de changer un petit peu de format et je me rends compte que moi j'aime beaucoup regarder les vlogs sur les autres chaînes, donc je me suis dit je vais essayer d'en faire un petit peu moi aussi de manière un petit peu plus assidue, même si ça demande énormément de temps de tournage et de montage. Je vais essayer de vous en proposer un petit peu plus cette année sur cette chaîne. Je dis bien essayer. Et donc dans cette première partie de vlog, je voulais vous parler des lectures que j'ai fait au mois de janvier. Alors il y a déjà certaines vidéos qui sont sorties où je parle de certaines de ces lectures. Je vous inviterai à les consulter dans le petit i que je vous mets juste ici si jamais ça vous intéresse. Et je ne vais pas reparler spécialement des lectures que j'ai déjà abordées dans les précédentes vidéos pour pas que ça fasse redondance, que ça ne sert à rien de vous rabâcher à chaque fois les mêmes lectures. Vous allez trouver ça un petit peu lourd, je pense, à force. Donc je vous invite à aller voir celle qui est uniquement sur le PLIB, donc je vous présenterai les lectures du PLIB du mois de janvier, le vlog précédent où je vais vous parler de La Liseuse, ainsi que de Aujourd'hui je danse enfin avec la vie, qui sont deux SP que j'avais beaucoup aimés, et je vais reprendre d'ailleurs, on va dire, à la suite et fin du vlog précédent, parce que je vous avais quitté sur Cœur solitaire en péril de Tina Muir, et je vous avais lâchement abandonné sur la fin du vlog, sans jamais vous dire que je l'avais fini et ce que j'en avais pensé au final. Bon, honte à moi, hein, voilà. Donc je rattrape mon erreur et ma boulette ici, en vous disant que ça y est, regardez, je l'ai terminé. J'ai fini mon premier Tina Muir de l'année, et je suis trop contente d'avoir pu le découvrir parce qu'il était bien sympa. Il n'est pas au même niveau que le dernier Anastasia et le Serment des Shetland, point de vue... le Serment des Shetland, on était vraiment dans le coup de cœur, la dernière Anastasia également, à ça vraiment du 20 sur 20. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, mais ça ne sera pas un coup de cœur, malheureusement. Il est très bien, il est toujours avec une plume incroyablement belle, addictive et prenante. J'adore toujours autant ce que fait Tina, et ça réitère le fait que j'ai envie de découvrir tous les livres qu'elle a écrits. J'ai le second tome, qui est juste quelque part derrière ma tête, Au risque de t'aimer, qui va se concentrer sur le frère de Samuel que l'on voit donc dans ce tome-ci. Oh, mon marque-page. Ces vidéos où les marque-pages se font la malle, ça va devenir un running gag sur cette chaîne. Mais donc dans ce tome-ci, on suit Alex et Samuel. Alex qui a été abandonné par Victor, le frère de Samuel, le jour de son mariage. Victor a complètement disparu, donc pour s'en remettre, Alex va se jeter à fond dans le travail et elle travaille avec Samuel, donc le frère de Victor. Mais en force de travailler avec lui, il va commencer à y avoir une attirance un petit peu réciproque entre les deux. Et quand il va y avoir une tempête qui va les obliger à rester tous les deux confinés dans un chalet absolument magnifique dans ce cadre comme sur la couverture, et bien ils vont pouvoir mettre à plat leurs sentiments, ce qu'ils ressentent, comment ils envisagent peut-être l'avenir avec eux, jusqu'à ce que Victor peut-être réapparaisse. Et là, je chamboule tout. C'était super chouette, une idée très originale qui, arrivée à la fin, on se dit oui, on sent qu'il va y avoir un tome 2. Il faut un tome 2 de toute façon parce qu'il manque des éléments, il manque des réponses. Pourquoi Victor est parti? On a un soupçon de réponse quand même, mais on veut savoir de manière un peu plus approfondie et qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour Victor justement. Donc j'ai très hâte maintenant de lire Au risque de t'aimer parce que j'ai bien aimé le premier tome et je voudrais savoir ce qui va se passer pour la suite. J'en ai parlé un peu avec Tina qui m'a dit que je ne reverrai pas Alex et Samuel dans le tome 2. J'étais un peu triste quand même parce que j'aimais bien ces personnages, mais le personnage de Lise et de Victor vont être quand même détonnants. J'ai très très hâte de découvrir ce qui va se passer avec eux parce que je sens que ça va être quelque chose d'assez punchy là aussi, d'assez... un petit peu côté peut-être un policier, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Lisez celui-ci pour comprendre pourquoi je vous dis ça. J'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner parce que le premier tome était très chouette. La plume m'a convaincue une fois de plus et nul doute que, après avoir terminé Au risque de t'aimer, je sais qu'il y a d'autres romans de Tina qui sont sortis et que je n'ai pas encore, mais je vais aller les acheter. Je vais me ruer dessus pour tous les avoir, pour tous les lire et tous les découvrir. Et comme dirait Tina à la fin des remerciements, n'hésitez plus à vous faire plaisir, lisez du Tina Muir. Donc, après avoir rattrapé la petite boulette où je vous avais laissé en plan avec ce livre, ça y est, c'est fait, vous savez ce que j'en ai pensé jusqu'à la fin. Maintenant, je vais rattraper ma seconde boulette,
boulette qui est d'avoir oublié un SP au mois de décembre quand même. Je suis vraiment pas douée, j'étais vraiment pas avec les idées bien en place, car j'avais lu un SP que j'ai complètement oublié dont vous en parler et j'en suis désolée. Un énorme pardon à l'auteur qui m'a fait découvrir le second tome de Monsieur Loup et Maître Renard. Le conte pour enfants qui est revenu avec un tome 2 toujours aussi mignon. Et presque on se disait, mais il faut un tome 2, oui, il faut même un tome 3 et un tome 4. Il faut continuer les aventures de ces deux personnages qui, avec ce petit loup qui est toujours aussi naïf, mais qui essaye de mûrir, qui essaye de ne plus se faire avoir par le renard qui est toujours un peu malicieux, un petit peu sournois comme ça, et qui essaye malgré le tout de lui apprendre un petit peu la vie, de lui apprendre à grandir et de ne pas se faire avoir. C'est toujours aussi adorable, c'est toujours aussi bien dosé avec l'humour, avec la morale de fin d'histoire, avec les explications des parents aux enfants, et toujours à la fin un petit guide pour pouvoir créer ses propres histoires, continuer pourquoi pas celle du renard et du loup, ou alors créer ses propres histoires avec d'autres personnages différents. C'est très ludique, c'est très intéressant et certainement très utile pour les parents qui doivent avoir une imagination continuelle pour pouvoir créer et inventer des histoires pour leurs enfants. Moi j'ai trouvé ça très mignon. Pareil, il est disponible en plusieurs langues, donc franchement en plus c'est parfait pour pouvoir initier les enfants à une autre langue ou apprendre un peu plus de vocabulaire dans celle-ci, anglais et espagnol si je ne me trompe pas. Donc franchement, incroyablement mignon. Je vous le recommande, il est vraiment adorable. Passons ensuite aux autres choses que j'ai lues, mais qui ne sont pas des boulettes cette fois-ci, des oublis. J'ai lu les tomes 3 et 4 de l'Éden des sorcières. Je vous mets les couvertures juste ici parce que je les ai redonnées à ma médiathèque. Et la fin du tome 3 était incroyablement prenante. Et j'avais réservé le tome 4, heureusement, parce que j'avais vraiment envie de connaître la suite. Là, ça y est, je suis bien dans l'histoire. Je suis bien dans les aventures de Pili. Et ce loup, cette quête de l'Éden des sorcières, cette chasse aux sorcières et toutes ces péripéties, ces injustices qu'il y a autour, c'est très prenant. Et le tome 4, oh, qu'il était bien ce tome 4. Je suis arrivée à la fin. J'étais terriblement déçue que ce soit la fin en fait. Je voulais le tome 5 et ça coupe en plein milieu de l'action, en plein milieu des pseudo-révélations d'un combat titanesque. Pouf, fin. J'étais ah mais le tome 5 il n'est pas sorti, c'est très très embêtant cette histoire. Donc je veux la suite, j'ai très très hâte que ma médiathèque l'achète et qu'il sorte complètement parce que je crois qu'il est même pas encore sorti. J'étais là, bon, au moins ça prouve que ça y est, je suis dedans, que j'aime beaucoup ce que je lis et que je veux continuer à rester dans cette histoire. Donc, j'ai envie de connaître la suite. J'ai très hâte de savoir ce qui va se passer parce que là, c'était vraiment super chouette. Basculons maintenant dans les BD, j'ai lu Les Gardiens d'Aéther. Je l'avais vu passer, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, mais la personne qui en parlait en bien, comme quoi c'était très mignon, très sympa et très original. Avec un garçon, si je ne me trompe pas, qui est domestique, qui est quelqu'un de lambda, au service d'une princesse, qui au premier abord paraît sans pouvoir, sans rien, et va se rendre compte qu'en voulant protéger la princesse, il a chopé la première épée qui était sur le mur pour pouvoir la défendre, et apparemment cette épée réagit à son empreinte et est magique. Sauf qu'il ne sait pas se battre, il a peur de tout, il ne connaît rien à l'art du combat, et ça va être la princesse et la combattante principale de la garde qui vont le défendre lui, qui a apparemment des pouvoirs mais ne sait absolument pas s'en servir ni se battre. Donc assez comique de voir l'échange des rôles en fait de la femme qui va protéger l'homme. C'était assez sympa, mais j'ai trouvé ça un petit peu plat quand même. Alors peut-être que c'est un peu peut-être trop axé jeunesse pour moi. J'ai trouvé que ça manquait de petit quelque chose, d'un petit piquant, d'un petit plus peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste parce que c'est un tome 1 que le tome 2 va progresser, point de vue aventure, point de vue histoire. Mais pour moi, il me manquait un petit quelque chose. C'était un peu trop axé sur l'humour, un peu trop axé sur justement ces rôles inversés, et il manquait un peu de substance derrière. C'est dommage parce que ça part d'une bonne idée, la colorisation est très belle, le dessin est joli aussi, mais il me manque un petit plus derrière, c'est dommage. Toujours en BD, j'ai lu le premier tome de Amelia Woods. Je l'ai trouvé lui aussi à ma médiathèque et j'ai
adoré le côté design et colorisation de cette petite BD que je trouvais vraiment très jolie. On va être dans un monde un petit peu magique, avec une jeune fille qui a perdu ses parents, si je ne me trompe pas, dont le seul souvenir de sa mère est un médaillon, qui va aller dans un manoir, et ce manoir est un petit peu magique. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il recèle beaucoup de magie, il est vrai, mais il recèle beaucoup de mystères et beaucoup de secrets. Donc ce serait dommage de vous les dévoiler. C'était pas mal du tout, même si là aussi je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. On sent que c'est le début d'une aventure, qu'il va y avoir quelque chose de plus lourd derrière, mais là, le tome 1 coupe quand ça commence à être devenu très intéressant, et c'est dommage. Donc j'ai pas lu le tome 2, j'espère qu'il y en a un, parce que j'aimerais bien lire la suite, savoir si ça va progresser, parce que c'est plutôt bien amené, il y a des bonnes idées derrière, donc je suis curieuse de voir ce que peut donner la suite. Après, je vous avais parlé dans d'autres vidéos de deux livres de la Martinière jeunesse que j'avais beaucoup aimé, un qui parlait des vampires et l'autre des sirènes. Il m'en manquait plus qu'un, c'était celui sur les sorcières. Et ça y est, je l'ai trouvé à ma médiathèque et j'ai pu enfin le lire. Comme les trois autres, je l'ai trouvé très intéressant et illustré de magnifiques dessins. C'est Laura Pérez, je crois, qui est l'illustratrice. Elle a un trait très fin, très doux, qui se marie parfaitement avec l'histoire qui se dégage en fait de ces trois livres, que ce soit les sorcières, les vampires ou les sirènes. Elle arrive à mettre une image sur des légendes, sur des histoires, sur des figures un peu mythiques qui sont vraiment très très joliment mises en avant. J'ai beaucoup aimé, ça apprend pas mal de choses. Il y a le côté un peu très féministe avec la guerre des femmes contre justement cette appellation sorcière qui est utilisée à tout bout de champ depuis des années-lumière maintenant. C'est beau, c'est intéressant, avec pas mal de sujets de connaissances que le livre nous apporte. Moi j'ai beaucoup aimé cette édition de la Martinière jeunesse, et s'il y en a un autre, quel que soit le sujet, je pense que je le lirai par curiosité. Je vais vous parler maintenant de SP que j'ai lu également au mois de janvier, et je remercie l'auteur du livre Perception qui m'a contacté et a envoyé son livre et qui a eu la gentillesse de me faire confiance en me confiant son livre, parce que je vous avais parlé précédemment de Aujourd'hui je danse avec la vie de Manuela Rossel, qui était un livre de développement personnel. Je n'en avais jamais lu, je n'avais pas l'habitude d'en lire, mais celui-ci, Perception, j'avais encore moins l'habitude d'en lire parce qu'il s'agit de développement mais spirituel. Alors je suis complètement ignare sur le sujet. Je ne connais pas du tout cette approche, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est vraiment le meilleur moyen pour sortir de ma zone de confort et d'en apprendre plus sur ce sujet-là, c'est de le lire. Il est très court, donc il se lit très vite, et il nous apprend beaucoup de choses, je trouve. Déjà, la couverture est très belle, est très douce, avec des couleurs assez vives, mais qui invitent au voyage, à la sérénité et à la réflexion. Je trouve qu'elle est très poétique et très belle, cette couverture. Et le texte en lui-même, c'est vraiment le cheminement de pensée de l'auteur qui va nous amener vers une réflexion sur la vie, sur notre entourage, sur la vision que l'on a du monde, pour essayer après de s'élever un petit peu plus de manière spirituelle, justement, en fonction de notre vision, en fonction des religions, en fonction de notre ouverture d'esprit au monde, et c'était très intéressant. Il y a certains trucs où je n'étais peut-être pas spécialement d'accord avec lui, et d'autres qui m'ont fait apprendre des nouvelles choses, qui m'ont fait m'ouvrir à de nouvelles perceptions, qui justement, comme le titre l'indique, est parfaitement étudié pour ce livre. C'est vraiment un ensemble de perceptions de la vie, de la vision que l'on a autour de nous, des gens, du monde, de la nature. C'est très bien pensé. Ça amène vers un cheminement de pensée qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir, en tout cas pour moi, et ça permet d'avoir justement une nouvelle vision et d'en s'enrichir culturellement parlant et d'enrichir également notre esprit. Donc merci à lui pour cette découverte parce que c'était très intéressant. L'autre aspect que j'ai lu, c'est radicalement différent. On retourne dans du roman. Et on va être dans un roman entre aventure, mythologie et guerre avec Au nom des dieux. Et c'était super chouette. J'aime beaucoup ce contexte mythologique qu'il y a dedans. Parce qu'on va se retrouver avec un groupe de personnes qui ne se connaissent absolument pas, qui viennent de pays complètement différents et qui vont se réunir après avoir
eu des sensations étranges ou des phénomènes bizarres, inexplicables pour eux, de l'ordre du mystique, qui leur sont arrivés. Ils vont se regrouper grâce à Internet aux États-Unis et essayer de mettre en commun ce qui leur est arrivé, savoir s'ils sont tout seuls, s'ils deviennent fous, si c'est entre guillemets normal, et qu'est-ce qui leur arrive en fait. Et ils vont se retrouver embarqués dans une histoire folle, empreinte de guerre, empreinte de complot et empreinte de mythologie, qui nous embarque dans une aventure absolument incroyable et épique. C'était super chouette, très bien pensé, avec un panthéon de dieux à la fois grec, à la fois hindou, celte, de la religion du christianisme, du bouddhisme, tout cela mélangé, et ça nous donne un cocktail incroyablement intelligent, bien ficelé, qui va nous amener ensuite après sur un tome 2 qui, je pense, va être incroyablement fort lui aussi. Parce que j'aimais beaucoup le concept et c'est compliqué de vous décrire le livre sans vous spoiler parce que j'ai terriblement envie de vous parler de ces personnages et de leur implication au niveau de la mythologie, mais en même temps je peux pas le faire parce que ça va vous spoiler et c'est terriblement frustrant parce que j'adorerais parler avec vous de ces personnages, de ce côté justement dieu et déesse qu'il y a, des religions qu'il y a autour également. C'est terriblement bien pensé, intelligent, et il arrive justement à imbriquer le dieu celte avec un dieu chinois, avec une déesse, je sais pas, hindoue ou grecque, et avec une histoire qui tient la route, malgré tous les horizons qui peuvent se mélanger, avec un voyage sur et sous terre, voire même mystique, donc un peu quelque part aussi dans les airs, qui tient la route, qui tient le lecteur en haleine, et qui lui fait vivre une aventure digne d'Indiana Jones contre les dieux, quoi. Ah oui, c'est ça, un mélange entre Indiana Jones et God of War, presque. C'est super chouette, très intéressant, et j'ai très hâte de lire le tome 2. Je pense que je vais les lire entre fin février et début mars, et j'ai très hâte de retourner voir certains personnages auxquels je me suis beaucoup attachée, et je suis donc très frustrée de ne pas pouvoir parler plus avec vous, parce que ce serait vous gâcher la surprise de qui sont ces héros, et quel est le lien qui les unit, parce que c'est super bien pensé. Une très jolie découverte là également, foncez parce qu'il était vraiment génial. Et le dernier livre dont je vais vous parler, que j'ai lu en janvier, je vais vous parler plutôt de Le Cri de Nicolas Beuglet. Enfin, mon premier Nicolas Beuglet. C'est partie des auteurs que je voulais découvrir en 2022. Ça y est, c'est chose faite, même si j'ai un peu débordé sur 2023, il est vrai. Je l'ai lu, je l'ai terminé, et je l'ai lu également dans le cadre du Cold Winter Challenge, parce que déjà la couverture fait très hivernale. Il y avait cette espèce d'asile qui est empreint d'un côté un peu glauque, un petit peu mystique, un petit peu curiosité qui m'attirait beaucoup. Et on va se retrouver entre la France et la Suède, la Finlande, la Norvège, je ne sais plus, avec la Suède, si je ne me trompe pas, Suède, Norvège, j'ai un doute, une enquêtrice qui va donc se retrouver dans cet asile parce qu'il y a un patient qui est décédé, un patient qui avait un tatouage avec marque 488 sur le front et qui est mort avec un visage complètement terrorisé dans un ultime cri d'agonie. Pourquoi est-il mort comme ça? Que signifie ce 488 qu'il a de tatoué sur le front? Et pourquoi a-t-il l'air d'être mort de peur? Comment c'est faisable? Elle va se retrouver embarquée dans une histoire folle qui va la lier donc à un Français et à l'histoire des deux pays, à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, d'expériences interdites terriblement intéressantes. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, même si je sais que c'est le premier tome d'une trilogie, si je ne me trompe pas, et que j'avais fortement envie de commencer par le tome 3. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai vu à la médiathèque, je me suis dit, il a l'air super chouette, et après j'ai vu Le Cri, je me suis dit, ah bah non, Le Cri, quand même, je vais commencer par lui, parce que c'est celui que j'ai mis dans le Cold Winter Challenge. J'ai bien fait, vu que c'est le tome 1, en fait, et que Au nom du diable, ou L'île du diable, je ne sais plus trop, c'est le tome 3. Et au milieu, c'est Complot. Remettez tout dans l'ordre, et vous avez les tomes 1, 2, 3, bref. J'ai donc commencé par Le Cri, et c'était une très belle découverte. J'aime beaucoup ce cadre des expériences interdites, liées notamment à la Seconde Guerre mondiale. C'est très intéressant, avec un côté scientifique et de recherche
dont on n'a pas l'habitude spécialement d'entendre parler, donc c'était très intéressant là également, où je ne sais pas s'il y a un soupçon de vérité ou si c'est extrapolé par l'auteur, mais en tout cas c'était fortement intéressant, et j'ai envie de lire la suite maintenant. Le seul petit reproche que je peux faire, c'est que, avec cette couverture, et avec le début de l'histoire qui nous parle de cet asile, moi je m'attendais à être beaucoup plus dans le cadre de cette bâtisse. Or, à la fin du 3e ou 4e chapitre, l'asile brûle et on n'y revient plus jamais. J'étais fortement triste, déçue, et je m'attendais vraiment à rester plus longtemps dans cet asile. Alors après, le cheminement de la suite est très intéressant également, mais je serais bien restée plus longtemps dans cette bâtisse. Alors, est-ce qu'on va revenir après dans quelque chose qui va avoir un lien avec ce fameux asile? Je ne sais pas. Mais moi je m'attendais à un petit peu plus que 4 chapitres finalement. Donc c'est la légère déception pour ce roman. Mais maintenant, j'ai envie de le lire les tomes 2 et 3 parce que le tome 1 m'a bien intriguée et j'ai envie de savoir jusqu'où va nous mener l'enquête, parce qu'à la fin on résout un peu l'enquête du patient 488, oui, mais il y a quand même beaucoup plus derrière. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce beaucoup plus, ça m'intrigue beaucoup et j'ai très très envie de lire la suite pour connaître qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Nicolas Begley, qu'est-ce qui nous a concocté derrière de machiavélique pour pouvoir faire les tomes 2 et 3. Et voilà donc ce que je voulais vous dire en premier lieu. J'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve prochainement pour la seconde partie du vlog. Je vous prends quelques jours plus tard, maintenant on est en février, donc je vais vous parler des lectures que j'ai actuellement en février. Et on va commencer avec une nouvelle série de comics que j'aime vraiment beaucoup. Là c'est le tome 2 que j'ai entre les mains, mais j'ai lu que le tome 1 pour le moment, et j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Lady Killer. C'est de Joël Jones et Michel Madsen, publié chez Glénat Comics. Et après avoir terminé l'an passé de lire les Lock and Key et Revival, je me suis dit, maintenant j'ai fini 2 grosses séries de comics, j'aimerais bien en lire une nouvelle et essayer d'y accrocher. J'en ai découvert 2, dont une dont je vous parlerai plus tard, et la première c'est donc Lady Killer. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais l'essayer cette série, parce qu'elle est également en série sur Netflix, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas vue, mais j'en ai beaucoup entendu parler, et j'avais envie de tester. Et on suit Josie dans les années 60 aux États-Unis, qui a tout de la femme au foyer parfaite. Elle est mère de 2 enfants adorables, elle est bénévole, elle s'occupe du ménage, elle s'occupe de la cuisine, elle s'occupe d'elle parce que c'est une très belle femme, mais sous cet aspect femme parfaite, c'est également une impitoyable tueuse à gages. J'adore ce concept, un peu de double identité, de femme parfaite et femme fatale, qui se retrouve au cœur d'action parce que c'est une tueuse à gages et que certains de ses employeurs ont décidé d'en finir avec elle parce qu'elle est trop douée justement. Donc très intéressant, j'ai hâte de commencer ce second tome. Je vais vous montrer... Je vais vous montrer comme ça juste une planche pour vous montrer un peu le style de colorisation et de dessin que c'est. Mais après, pas beaucoup plus parce que ça reste, lui, un tome 2, donc je voudrais pas non plus vous spoiler, alors que c'est une superbe série. Moi, j'aime beaucoup et je suis curieuse de voir si maintenant la série qui a été adaptée donc sur Netflix, je crois, reprend bien le comics ou si c'est complètement à côté de la plaque. Donc si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle est bien, ce que vous en avez pensé, si vous avez lu le comics pour pouvoir comparer les deux, parce que moi, en tout cas, le comics, j'adhère beaucoup. Et actuellement, j'ai une série audio que je suis en ce moment, parce que, en fait, j'ai pris l'habitude, comme j'ai 1 heure de route de trajet aller et 1 heure de route retour pour aller au boulot, plutôt que d'écouter la radio ou de remettre en boucle les musiques que j'ai l'habitude d'écouter, finalement, maintenant, je mets un livre audio. Et là, je suis sur Styx, qui est une série originale de Audible, que l'on peut retrouver notamment sur Amazon. Et Styx
Ça m'intriguait beaucoup parce que beaucoup de personnes en parlaient et Amazon nous bombarde avec cette série à chaque fois en retargeting. Je la voyais tellement partout que je me suis dit au bout d'un moment, bon bah d'accord, ok, j'ai compris, je vais craquer, je vais écouter ce que ça donne. Pas de problème. Et on est dans un espèce de policier où on suit un homme qui a été retrouvé en hypothermie, complètement nu, une nuit dans la Seine. Ils vont le ramener à l'hôpital et cet homme, étant à moitié en hypothermie, à moitié dans le coma, très malade, et il ne sait plus qui il est. Il n'a pas de papier d'identité sur lui, donc personne à l'hôpital ne sait qui c'est. S'il a de la famille, s'il est recherché, s'il est malade, on ne sait rien de lui. Et au fur et à mesure que les médecins de l'hôpital creusent un petit peu plus pour savoir qui c'est, en lui faisant des analyses, en lui faisant passer des scanners, en essayant de trouver d'où vient sa maladie, son hypothermie, et en essayant de le faire aller mieux, ben lui, il est dans un espèce de coma secondaire où il va se remémorer, enfin essayer en tout cas de se remémorer certains passages de son passé, faire revivre sa mémoire pour apprendre qui il est et qu'est-ce qu'il fait sur un lit d'hôpital, pourquoi il a été retrouvé nu au milieu de la Seine, quoi. Et c'est assez déroutant et original en même temps. Après, je suis à moitié dedans, là j'en suis à peu près au 5e épisode. C'est intéressant, mais en même temps, c'est pas une enquête policière comme on peut s'y attendre finalement. C'est plutôt une quête du personnage principal pour savoir qui il est. Qui est un peu policière derrière parce qu'il va y avoir un mix avec l'actualité, avec les guerres du passé qui se recoupent sur les guerres du présent. Fait une certaine masse d'informations. Et je suis pas sûre d'adhérer à toute cette information en fait. C'est pas le style que j'ai l'habitude d'écouter, donc c'est particulier pour le moment. J'ai envie de continuer parce que je suis curieuse de voir qui est ce personnage amnésique et jusqu'où son histoire va nous amener. Et en même temps, je me dis, oui, bon, faudrait bien que ça commence à bouger parce qu'on est au 5e épisode et il a du mal à se remémorer encore tout. Ou alors c'est par bribes et on a du mal encore à imbriquer les deux versions ensemble. On ne sait pas vers quoi vont venir pour s'unir pour créer une histoire derrière. Donc, assez intriguant mais assez bizarre en même temps. J'attends de voir la suite. Et enfin, le dernier livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est un SP de la part des éditions Réan, que je remercie énormément, avec qui je suis partenaire cette année. Il s'agit de Dentelle et ruban d'argent de America Grace. Et la couverture était tellement jolie. Le résumé avait l'air d'être un conte un petit peu entre le gothique et le victorien, mixé avec du fantastique. Ça avait l'air très chouette. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que je viens tout juste de commencer. Mais une chose est sûre, les 3-4 chapitres que je viens de lire possèdent une plume très belle, très douce, et avec un côté très onirique aussi derrière, et un côté donc fantastique qui est très, très charmeur, très magique, et j'ai envie de voir vers quoi ça va nous porter parce que c'est plein de mystères, donc je suis curieuse de lire la suite. Et on va s'arrêter ici pour cette séquence, et je vous reprendrai un peu plus tard. J'espère que vous allez toujours bien.
Alors, en montant cette vidéo, je me suis rendu compte que je ne l'avais absolument pas conclue, donc cette dernière séquence va conclure la vidéo de ce vlog pour le mois de février. Et je me suis dit, je vais la conclure en vous montrant pas un book haul, mais au moins les réceptions que j'ai eues ce mois-ci, en physique comme en dématérialisé. Alors en dématérialisé, j'ai reçu très récemment, je crois que l'auteur a pris contact avec moi il y a 2-3 jours à peine, un thriller, donc je suis super contente. Je ne vais pas le lire tout de suite, je pense que je pourrais le lire courant avril, mai, peut-être quelque chose comme ça, parce que je suis bookée point de vue lecture de SP jusqu'à cette période-ci à peu près. Donc je vous mets la couverture juste ici, et j'ai déjà hâte de découvrir ce que ça va être, parce que même si c'est vrai que si j'adore le thriller, c'est assez rare finalement que pour le moment des auteurs ou une maison d'édition me contactent pour que je lise du thriller. Donc quand ça arrive, je suis fortement ravie, fortement intéressée et fortement curieuse de découvrir ce titre. Donc ça, c'était la version dématérialisée que j'ai reçue très récemment. Ensuite, j'ai eu celui-ci. C'est Code Salamandre de Samuel Delage, publié chez Mon Poche Édition, visiblement avec une espèce de kangourou. C'est trop mignon, je connaissais pas cette édition. Alors ça, c'est pas un SP, c'est juste ma mère qui me l'a passé en fait. Lui, il a une petite histoire, c'est un cadeau qu'on a offert à la femme de mon parrain à Noël. Et ça a été la galère pour l'avoir celui-ci, parce qu'on cherchait quelque chose qui se passe sur la ville de Blois, avec donc le château que l'on voit derrière sur la couverture. Et c'était pas facile de trouver quelque chose avec cette ville-ci. Et quand on l'a trouvé, il n'y en avait vraiment pas du tout dans ma région, parce que moi donc, je sais pas si vous le savez, mais j'habite dans la région de Montpellier, donc radicalement opposée à celle de Blois, qui est dans le Loir-et-Cher. Et donc, trouver quelque chose sur Blois dans ma région, pas possible. Internet est donc notre ami. Le problème, c'est que acheter dans une librairie à distance à Blois, il n'en avait pas en stock. La seule librairie qui en avait était, je sais plus, vers Lille ou quelque part dans le nord, mais impossible de le commander, il fallait aller chercher sur place. Autant vous dire que j'aime beaucoup les livres, mais je vais pas me taper la moitié de la France pour aller chercher un livre de poche, quoi. Donc, Amazon. Oui, bon. Certains me diront oui, bof, mais Amazon, mine de rien, on peut râler dessus, mais il a quand même beaucoup de choses. Et malheureusement, il avait celui-ci, mais dans un état de merde. Je ne sais pas s'il avait été envoyé dans cet état-là ou s'il était déjà comme ça quand il a été envoyé. Est-ce que c'est le livreur ou l'envoyeur? Je ne sais pas, mais toujours est-il que quand on l'a reçu, on a dit bah non, c'est un cadeau, on ne peut pas l'offrir comme ça. Donc on a dû le racheter. Et on l'a gardé parce que ça coûte plus cher de renvoyer que de garder le colis et qu'Amazon nous en renvoie un autre. Donc on l'a gardé, ma mère l'a lu, elle l'a beaucoup aimé, donc maintenant c'est à mon tour de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu ceci, Chromatopia de Betty Piccioli aux éditions Scrinéo. Alors j'espère que ça se prononce comme ça pour le nom de l'autrice, désolée si c'est pas le cas. Et Chromatopia parce que ça fait un bon bout de temps que je voulais le découvrir, alors que ça fait très longtemps qu'il est sorti, mais voilà, moi je débarque. Et donc Chromatopia, je voulais le lire depuis un bon bout de temps. Scrinéo a eu la gentillesse de me l'envoyer, parce que, sans rentrer trop dans les détails, parce que je suis un peu au secret professionnel avec eux, mais en gros, je travaille avec eux, point de vue qu'ils m'envoient des manuscrits qui n'ont pas encore été lus ni publiés, et je les lis, je leur dis mon avis, si je trouve ça chouette, s'il y a des fautes, s'il y a des maladresses, quel est le thème du livre, et si oui ou non, je trouve que c'est chouette, et que ça pourrait être pas mal dans leur collection, dans leur maison d'édition. Et en contrepartie, ils ne me payent pas, ils me rémunèrent entre guillemets en livres. Au bout de 3 ou 4 manuscrits que j'ai lus, j'ai le droit de choisir un livre parmi leur collection qui a plus d'1 an minimum. Et donc, j'ai choisi Chromatopia pour ce premier envoi. Et je suis très curieuse de le découvrir parce qu'il a l'air très chouette. Merci aux éditions Scrinéo, j'ai très hâte de le découvrir. Il a l'air super sympa. Ensuite, en SP, j'ai reçu celui-ci, Le Réveil de Galia, le tome 1, La naissance de Ténuviel, de L.S. Martins. Et c'est chez Publish Room Factory. Alors, regardez-moi cette couverture, ce dos et cette 4e de couverture, tout dans les violets. C'est très shiny shiny. Et je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que ça va être un petit peu du fantasy fantastique, avec un crash, une rencontre et une prophétie suffirent à bouleverser l'existence de Sarah. Pilote à ses heures perdues, elle navigue entre les sombres secrets de son passé
et les mystères de son avenir. Dans sa quête de vérité, elle découvrira à ses dépens les dualités qui régissent notre monde, la vie et la mort, la magie éthérée et l'obscurité, les peuples d'ici et d'ailleurs, et se trouvera, malgré elle, au cœur d'une guerre sanglante qui forgera son destin. Donc je sens un peu de quelque chose un peu de mystique, j'ai pour l'impression, avec cette espèce de pentagramme où il y a les éléments et des créatures un petit peu runiques. Une espèce pareil de poignard avec les mêmes runes ici. On sent un truc mystique, magique, fantastique, et j'ai très hâte de le commencer. C'est très aéré, donc je pense que ça va se lire très facilement. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Merci pour l'envoi de ce SP. Et le dernier que j'ai reçu, qui est un bon petit pavé. Donc lui, j'ai hâte de le découvrir, mais je vais pas le lire en une fois. Je pense qu'il va y avoir plusieurs étapes parce que c'est un beau bébé, il pèse bien. Il s'agit de La Reine oubliée, partie 1, de Thomas Bréchemier, et c'est pareil, Publish Room Factory. Donc c'est un bon gros bébé. Combien il fait ce gros bébé ? 535 pages, donc oui, je vais le lire en plusieurs étapes, hein. Mais j'aime beaucoup la couverture, toute simple, noire comme ça, un noir un petit peu genre faux cuir, vous voyez, je sais pas si on voit bien, avec des effets un petit peu, et une couronne toute simple, magnifiquement ouvragée, et ensanglantée, je viens de voir qu'il y a des petits détails sanglants. Je suis curieuse, et voilà pour le résumé. Royaume d'Anglie, 1378. Seul témoin du meurtre de sa famille, le jeune Caïr Malahan fuit les assassins qui le pourchassent. Les tueurs sur ses talons, il se réfugie dans une forêt où il est secouru par un étrange couple de femmes vivant recluses. Traumatisé et sans repère, il comprend toutefois vite qu'il est en présence de deux personnes peu communes. L'une d'entre elles en particulier semble prêter une oreille attentive à son malheur et décide finalement de rompre son isolement afin de l'aider à faire châtier les coupables. Décision lourde de conséquences. Comment Caïr pourrait-il se douter qu'il vient de rencontrer l'ancienne reine d'Anglie, présumée morte 20 ans plus tôt, après une terrible insurrection dont les stigmates marquent encore le pays ? Oh, ça a l'air trop chouette. J'ai hâte de le découvrir. Je pense que, point de vue mise en page, c'est assez fluide, assez clair. L'écriture est pas trop petite, il y a des bonnes interlignes, donc je pense que ça peut plutôt bien se lire. Même si c'est un gros bébé, franchement, j'ai trop hâte de le découvrir. Ça avait l'air terriblement alléchant et prenant. J'ai l'impression qu'on va partir sur une quête fantastique, chevaleresque presque même. Donc j'ai très hâte de le découvrir celui-ci. Parce que, je sais pas, mon instinct, le feeling me dit que ça va être très bien. Je peux peut-être me tromper, mais ça on le saura dans une prochaine vidéo, quand je l'aurai lu et quand je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et voilà, c'était donc le dernier livre qui conclut les réceptions que j'ai eues ce mois-ci. Très peu, entre guillemets, parce que je n'ai pas fait d'achat du tout. C'était un no-buy non voulu, c'est un no-buy qui n'a pas de sous en fait pour acheter des livres, donc heureusement que j'en ai reçu et je suis super contente. Merci aux auteurs et aux maisons d'édition qui m'ont contactée et qui ont eu la gentillesse de m'envoyer ces livres. Vous me faites tellement plaisir, moi je suis ravie. Quand on m'envoie des livres, je suis aux anges, merci beaucoup. Cette dernière séquence conclut donc la vidéo de ce vlog-ci. J'espère que ça vous aura plu, que ce format où je tâtonne encore un petit peu est pas trop mal pour le moment et je vais essayer de m'améliorer par la suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous avez aimé ou non, ce que vous préférez que j'améliore ou que je change ou que je rajoute, peu importe. Dites-moi votre avis dans les commentaires, je serais très curieuse de voir votre ressenti par rapport à ce type de vidéo, de vlog. En attendant donc, merci de l'avoir regardé, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!